Salut à vous chers auditeurs, bienvenue dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock and Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. 29e journée de championnat de Ligue 1, McDonald's Saint-Etienne recevait les Bretons, les Brestois et résultat du match, match nul, 3 buts partout. Autour de la table, Olivier, salut à toi Olivier. Salut Marco, et salut tout le monde. Et bien sûr Eric, salut à toi Eric. Salut à toutes et à tous. Donc au programme de 55 minutes d'émission Rock and Foot, on va faire le résumé de cette rencontre. On posera les questions, on essaiera d'y répondre au mieux. On verra aussi les verres à moitié pleins, les verres à moitié vides. Il y aura une page alti-ligérienne, il y aura des morceaux musicaux et on terminera avec les coups de cœur et les coups de tête. Bref, c'est parti. Mon kiki, on commence bien sûr avec le match du week-end. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end. Ouais, c'est parti mon Eric. On commence par la compo d'Eric Horneland et son immuable 4-3-3 avec devant l'Arseneur une charnière Nadé Bernauer, arrière gauche Petro, arrière droit Apia, un milieu à 3 composé de Mouefek, Dekwa et de Bouchouari, devant une attaque à 3 également avec Stassin dans l'axe, Davitashvili à gauche et Cardona à droite. Et la partie va débuter tambour battant avec une première mi-temps riche en buts. Le premier but, il est brestois et il est offert par Cardona qui, en voulant relancer court, offre une occasion en or aux Brestois qui ne laisse pas passer l'occasion justement. 1-0 dès la 6e minute. Les Stéphanois, pour une fois, ne sont pas assommés et réagissent par Stassin qui conclut un corner dévié par Nadé. Un partout au bout d'un quart d'heure de jeu. 10 minutes plus tard, les Brestois reprennent l'avantage par Sima qui inscrit de la tête cette fois un but qui est offert, on peut le dire, par Mouefek qui n'est pas au marquage et surtout par l'Arseneur qui sort bien trop timidement. 2-1 pour Brest à la 25e. 10 minutes plus tard, il faut un nouveau corner pour voir la spéciale de Cardona au premier poteau pour égaliser. 2 partout à la 35e. Ce match est totalement débridé car 3 minutes après la spéciale stéphanoise, voici la spéciale brestoise avec Ayork qui reprend un coup franc de la tête, lui aussi. 3-2 pour Brest et c'est le score à la mi-temps. En deuxième période, la barre va trembler des deux côtés, une fois pour Brest sur une reprise de Mama Baldé et une fois en toute fin de match, j'y reviendrai, pour Saint-Étienne sur une reprise de la tête de Davitashvili. Entre-temps, va falloir attendre la 80e minute pour voir les Verts égalisés par Cardona, bien servi par Tardieu par-dessus la défense. Le Stéphanois va faire un magnifique contrôle et lober le gardien brestois. 3 partout, les Verts sont donc revenus 3 fois au score. Ils maintiennent l'espoir d'une remontada pour le maintien. Avec ce petit point, un point en tout sur ce match. Un point c'est tout, mais un point qui compte. Merci Olivier. Pour ce compte rendu, je suis revenu du Diable Vauvert, comme on dit, un match totalement fou ce dimanche à Geoffroy Guichard, avec, comme tu l'as dit, de part et d'autre, 3 buts marqués, un tir en fin de partie sur un montant, 3 égalisations stéphanoises sur de fort jolis buts, un stade en transe dans les ultimes secondes pour pousser à la victoire une équipe conquérante. Donc le spectateur lambda, on va dire, s'est régalé, mais par contre le supporter vert est forcément ressorti frustré. Car même si la SS a fait plaisir à voir, les 3 points étaient indispensables et on n'en a pris qu'un dont on ne peut se contenter. Alors quel sentiment prédomine chez vous? Est-ce que c'est plutôt l'énervement en se disant que si on avait joué comme ça depuis le début de saison, on n'en serait sûrement pas là? Est-ce que c'est la frustration de laisser filer des points ô combien importants même quand on joue bien? La résignation envers une nouvelle fois l'équipe plombé par son arrière-garde, et en l'occurrence son gardien dimanche, on reviendra dessus tout à l'heure sur la performance, ou plutôt la contre-performance de l'Arseneur, ou bien, est-ce que c'est un petit peu positif, est-ce qu'il y a un soupçon d'espoir en constatant que l'équipe a su trouver les ressources pour revenir 3 fois au score, à l'image de Cardona, qui est fautif sur l'ouverture du score, mais qui après derrière se rachète en signant un doublé. L'espoir, ça me nuise, Eric, parce qu'il reste que 5 rencontres, donc les taux se resserrent, ça devient de plus en plus compliqué. Et ça serait presque miraculeux que les Verts puissent atteindre la place de barragiste maintenant, surtout que Reims l'avait emporté 2 jours plus tôt, donc là ça devient compliqué. Et oui, c'est frustrant parce que c'est le deuxième 3-3 à domicile, alors qu'il était possible de remporter le match, que ça soit face à Angers ou face à Brest ce week-end.
Moi, ça me semblait possible de l'emporter et résultat, tu prends qu'un point. Donc oui, frustré, très frustré. On avait fait 3-3 face à Angers, et puis Cardona avait déjà inscrit un doublé. Ouais, exactement. Et là, c'était contre ses anciens coéquipiers. C'est vrai que c'est souvent le cas, hein, on le dit, mais c'est souvent le cas. Pour répondre à ta question, je suis content que... Enfin, surtout, ce que j'ai aimé, c'est de ne pas voir la même équipe qu'à Lens. Parce que c'était très inquiétant de voir la façon dont cette équipe a fonctionné à Lens. Et j'ai trouvé que, bon, c'était peut-être parce que c'était à Geoffroy Guichard, etc. Mais on a déjà vu une équipe stéphanoise sombrer totalement, même à Geoffroy Guichard. Donc là, après le premier but, il y avait de quoi vraiment s'inquiéter au bout de 6 minutes. Et pour une fois, je l'ai dit, ils n'ont pas sombré dans les têtes. Il y a eu ce but assez rapide. Et puis revenir 3 fois au score, je trouve que c'est quand même à noter du côté des Stéphanois quand même. Alors on est d'accord que ce serait miraculeux hein, de se maintenir, d'accrocher une place de barragiste, etc. Donc ça, on l'a déjà dit la dernière fois. Mais sur ce match-là, j'étais quand même plutôt content, c'est vite dit, mais en tout cas on va dire c'est encourageant dans l'optique du derby d'avoir une équipe comme ça qui se met minable parce que j'ai trouvé quand même qu'il mouillait le maillot à quelques exceptions près, qui se met minable pour accrocher même qu'un point, mais voilà, en espérant bien sûr que ce soit un point qui compte. Alors, tu as comparé avec le match de Lens, il y a quand même un changement dans l'effectif. Au début de la rencontre, il y a eu 2 grands changements. C'est Apia qui remplace Masson et Mouefek qui est remplacé Tardieu. Un choix très judicieux, l'autre non. Et ouais. C'est la surprise. Donc, finalement, c'est plus l'état d'esprit que les joueurs, je pense, parce que Mouefek, il a été c'est un des joueurs que je voulais montrer du doigt. Contrairement à Tardieu qui a fait une excellente rentrée, on le dira tout à l'heure. Et Apia, c'est sûr que c'était bien mieux que Masson. Justement, on va parler de la compo, mais pour rebondir sur ce que tu as dit, donc comment expliquer qu'on n'est pas sombré cette fois, contrairement aux fois précédentes où surtout en deuxième période on était méconnaissable. Là non, c'était cohérent là, du début à la fin. Franchement, ça faisait plaisir à voir. Ouais, peut-être que en fait Orneland l'a pointé du doigt lors de la conférence de presse d'avant-match. Il dit qu'il travaille dessus depuis longtemps et que là vraiment c'était son cheval de bataille de mettre que faire comprendre à cette équipe que oui, on peut prendre des buts mais c'est pas pour cela que tout s'effondre, on peut prendre un penalty mais c'est pas pour cela que tout s'effondre, et j'ai l'impression que le message est passé. L'inconvénient, c'est que tu prends 3 pions une fois de plus à domicile et à chaque fois tu te tires une balle dans le pied avec les buts qu'on prend, quoi. Moi, je me sens un peu résigné parce que chaque rencontre, tu prends des pions et souvent, t'en prends au moins 2, voire 3, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, moi, je trouve que ça résume bien notre saison, hein, cette rencontre. C'est vrai que j'entends beaucoup ça va être impossible de gagner si à chaque fois on prend 3 buts. Bah oui. Alors c'est vrai, et en plus moi je suis fan du foot italien, j'adore regarder la Serie A et j'adore voir des équipes défendre et avoir un clean sheet à la fin. Mais dans ce système-là, je pense que c'est un faux problème parce que ce système-là, il fait que tu te découvres et que tu prends des buts. Alors t'en marques, t'en prends, c'est un peu le foot un peu à la anglo-saxonne où tu te livres énormément, tu prends des buts, ça donne des 4-3, des 3-2, et je pense qu'on est parti sur cette façon de jouer du côté de Horneland, et que en effet, il faudra pas regarder trop les clean sheets parce qu'à mon avis, avec Horneland, il n'y en aura pas beaucoup. Ouais, mais tu le prends sur 2 coups francs quand même. Ouais. Donc c'est pas dans le jeu là. Hein. Tu les prends sur coups francs. C'est là que ça la fout mal, quoi. Il y a des erreurs défensives qui sont récurrentes depuis le début de saison et qui nous pénalisent. C'est ça. Donc effectivement, on prend pas mal de buts. C'est peut-être le système qui fait qu'on se découvre, comme tu dis, mais après il y a des erreurs individuelles flagrantes. Donc là, le gardien de but qui est grandement responsable. D'habitude, c'est les latéraux. Donc tout le système défensif fait que on prend beaucoup trop de buts. Tu as dit tout à l'heure, souvent on prend plus de 3 buts par match. Il y a eu 10 matchs de championnat au cours desquels on a pris 3 buts minimum par match. On peut rajouter le match de Marseille en coupe. Donc ça fait 11 depuis le début de saison. C'est considérable. Oui. Oui, parce qu'on est à 29e journée de championnat, c'est énorme. Ouais. C'est énorme.
Donc c'est difficile quand t'as pas de défense, quoi. Et là le gardien, ça devient compliqué. Et on aurait pu l'emporter sur la tête de Davitashvili en fin de partie, ou sur l'action de Cardona dans la surface de réparation. Voilà. Alors là, je pointe DAZN qui a été incapable de remontrer l'image. Voilà. Mais beaucoup disent que finalement, il lui prend le pied. Donc s'il lui prend le pied, la VAR aurait dû réagir sur l'arbitre central. Et une fois de plus, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été sifflé. Donc toujours cette série défavorable des décisions arbitrales qui nous bouffe, quoi. Alors sur les coups de pied arrêtés, c'est vrai que Brest, c'est des spécialistes. Hein. Ils marquent énormément de buts là-dessus. En plus de ça, et nous on est très friables. Et là, il faut ouvrir le dossier Larsonneur. Je suis désolé. On va l'ouvrir. Avant ça, c'est le troisième but brestois. Il siffle une faute. Il a sifflé énormément en faveur des Bretons au cours de cette rencontre, mais le coup franc qui amène le troisième but, il n'y a jamais faute, quoi. Quand c'est pareil, quoi. C'est quoi, mais il n'y a jamais faute, quoi. Donc si en plus tu aides l'adversaire à avoir des situations dangereuses, ça devient compliqué, très très compliqué. Donc voilà, on n'est pas vernis. Alors on n'a pas de défense, mais en plus on n'est pas aidé par les décisions arbitrales. Heureusement pour nous qu'Ajorc s'est blessé, parce qu'avec 1m96, il s'est régalé. Donc il a déjà mis 2 buts. On pouvait craindre le pire s'il avait fini la partie. Donc avant d'ouvrir le dossier Larsonneur, comme tu dis, donc par rapport à la compo de départ, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure. Donc il y a 2 changements par rapport aux 11 ayant démarré à Bollard. Donc une surprise, faut le dire, avec la titularisation d'Apia au détriment de Masson, qui, il faut le dire, sera suspendu pour le derby. Mais enfin bon, il n'y a pas de lien de cause à effet. Si. Tu penses qu'il a préservé, il a voulu lancer Apia là, pour voir ce que ça donnait. Oui, voilà. Il faut bien qu'il se jauge et qu'il soit dans le rythme. On a besoin impératif de points, donc là, je pense que le but c'était de gagner le match. Il avait vraiment une meilleure heure pour lui, quoi. Ouais, mais enfin il a considéré que Apia était... mais le gap entre les deux, il est pas énorme. Je veux dire, entre Masson et Apia, il y a pas non plus. T'as pas Hakimi d'un côté. Et tu vois, ça fait pas mal de temps qu'il jouait pas, Apia. Oui, mais bon, il est sûr de jouer contre Lyon. Donc pour le mettre en confiance, en plus ça va être un autre match à Geoffroy Guichard, bien sûr. Ouais. D'accord. Marco aussi, tu penses que c'est... Moi, je pense pas que ce soit forcément le cas. Non, moi, j'étais relativement surpris parce que tout à l'heure, on a dit c'est mieux que Masson, mais Masson a fait plutôt des prestations plutôt correctes depuis son retour. Dans les meilleurs joueurs jusqu'à présent, à chaque fois. Ouais, on l'a cité dans l'émission. Quand tu as besoin comme ça impératif de points, moi, je pense pas. Enfin bon, toujours est-il il a bien fait. Il a bien fait, c'était la bonne surprise, on va dire, puisque il est impliqué sur les 2 corners qui amènent les 2 buts. C'est lui qui obtient le premier, il est à l'origine du second, et puis c'est lui qui délivre le très bon centre pour la tête de Davitashvili en fin de match. Tout à fait. Donc il s'est bien projeté vers l'avant. Et par contre, donc le deuxième changement milieu de terrain, donc logique aussi parce que Tardieu, il avait une gêne à l'œil et puis à la hanche durant la semaine, donc remplacé par Mouefek, dont on attend pas mal depuis le début de la saison. Et puis moi, je suis très déçu par la prestation, les contre-performances de Mouefek, qui a vraiment été en dessous de tout. Il a touché très peu de ballons. Il met une grosse semelle sur Lesmelou, qui doit lui valoir normalement un jaune. Il n'a pas de jaune. Par contre, il en prend un juste derrière pour une grosse faute sur Camara. Donc complètement à côté de la plaque et logiquement remplacé par Tardieu, qui a fait une belle entrée, une ouverture lumineuse sur le magnifique but de Cardona. Donc partagez cet avis, parce que vous êtes aussi déçu que moi par Mouefek, dont on entendait beaucoup plus dans l'entrejeu. Oui, déçu, déçu parce que quand moi je vois Tardieu, j'ai peur. Et t'es dur là. Là, si, c'est vrai, depuis l'année dernière, oui, je suis dur. Mais tu sens qu'il pioche physiquement, tu sens. Mais je m'attendais à Mouefek beaucoup plus entreprenant, et en fin de compte, on l'a pas vu, quoi. On l'a pas vu. Au cours de la première mi-temps, on l'a très peu vu, et je crois qu'il a... il fait 10 passes sur les 45 premières minutes, un truc comme ça. Il obtient un corner, mais à part ça, qui amène le but. Ouais, en plus, c'est bizarre parce que les milieux de terrain, là, comme ça, excentrés, et il leur demande de beaucoup de courses, Horneland, d'aller venir presser sur l'arrière latéral, par exemple. C'est les milieux, ça, je pense que c'est une des seules équipes que je vois faire ça. C'est-à-dire que c'est les milieux de terrain qui viennent presser les latéraux adverses. Et donc, ça, c'est très, très énergivore.
Ça correspond plutôt aux qualités de Mouefek, et en fait j'ai l'impression qu'il est pas revenu physiquement au niveau qu'il était, parce que normalement ce côté physique c'est plutôt ses points forts, et en fait là je l'ai surpris à un peu aller presser à reculons, un petit peu contre son gré. Et du coup, quand c'est pas franc, ça craint, quoi, parce que derrière, il n'y a plus personne. En tout cas, on tient l'équipe normalement qu'on aura dimanche dans le derby. Hein. Je pense qu'il va reconduire les mêmes joueurs parce qu'il n'y a eu aucun autre changement. Hein. Ouais. Oui, c'est assez surprenant parce que généralement, il fait des changements en fin de partie. Old, Wadji sont pas rentrés. Et moi, je m'attendais à Benold. Finalement, non. Hein, après, il faut dire que la triplette devant donnait plus que satisfaction. Hein. Ouais. Comment sortir Cardona, Stassin et puis Davidachvili. On est bien d'accord là-dessus. On ouvre le dossier Larsonneur, donc, qui était mis à l'honneur donc, le matin même du match dans l'équipe par Bernard Lyons, donc, qui expliquait que malgré sa petite taille, donc 1m81, il était, c'est très surprenant si c'est vrai, le 4e gardien de Ligue 1 le plus performant dans la sortie aérienne. Moi, j'étais sidéré. Et donc, Bernard Lyons disait que jusqu'à présent, il n'avait commis aucune erreur ayant provoqué un but. Bon, ben voilà, c'est fait. Donc, personnellement, moi, je trouve très fébrile dans ce domaine aérien. À chaque coup de pied arrêté, moi, j'ai très peur. Et donc là, encore plus avec Ajorc et son 1m96, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, je trouve qu'il est attentif sur le premier but. On pourra revenir tout à l'heure. Hein. Il se trouve totalement sur le second. Il reste sur ses appuis sur le troisième. Et puis, pas mal de nervosité également de sa part. Il prend un carton pour contestation. Et puis après, il peut prendre un rouge, hein, parce qu'il met un coup à comment il s'appelle, Baldé, quand il rentre, celui qui frappe sur la barre. Donc voilà, donc là, le titre de l'article de l'équipe, c'était Larsonneur, capitaine abandonné. Donc là, dimanche, c'est plutôt lui qui a fait sombrer le navire avec 67 buts encaissés. Est-ce qu'il n'est pas l'un des principaux responsables de ce fiasco ? Carrément. Mais je suis dubitatif sur les chiffres annoncés. C'est pas des chiffres en plus, hein. Enfin si, à part le zéro but concédé. Mais regarde, est-ce que là, par exemple, Bernard Lyons considère que c'est un but... Comment ça, le 0 but concédé ? Tu viens de dire que Bernard Lyons, dans son article... Il dit que c'est le 4e meilleur gardien. Alors, ça, il faudrait qu'on voit les chiffres. Ah oui. On les a pas. Oui, mais et le deuxième chose qu'il a dit, Eric, c'est qu'il n'y aurait aucun but pour lui cette saison. Voilà. Mais est-ce qu'il considère que le but pris là, il est pour Larsonneur ou pas ? Je pense qu'il estime que c'est aussi la défense, tu vois. Alors que là, c'est carrément un ballon pour lui. Quand tu sors et tu chopes pas le ballon, c'est pour ta pomme. Mais oui, le premier but, il est pour lui. Le deuxième but, il est pour lui. Le premier but, non, c'est Cardona qui me fait l'erreur. Oui, mais qui c'est qui est dans les buts ? Oui, bon, oui, mais il est pas au premier poteau. Il est pas au premier poteau. Il couvre pas son dur, là. Ah bah non, il doit être au premier poteau, évidemment. Donc non, il n'est pas. Pour moi, il y a 2 pions pour lui sur cette rencontre-là. Et depuis le début de saison, il est loin d'être irréprochable aussi, même si des fois il a brillé. Hein, ça, avec la défense qu'on a, il est sollicité, ça c'est sûr. Mais de là à dire que c'est le 4e, ça me fait doucement rire. Ouais, surtout sur un match comme ça, là, on voit ses carences. Comme quoi, les stats et les chiffres, voilà, tu peux faire dire ce que tu veux, quoi. Mais... Non, mais ce qui est surtout vraiment con, c'est que ça a porté l'œil, quoi. Il faut dire à Bernard Lyons d'éviter ce type d'article juste avant le match. Au contraire, peut-être Larsonneur, il s'est relâché en se disant putain, mais moi il y a aucun but pour moi, je suis le roi du monde. Et finalement, sur ce match-là, il y a 2 buts, 1,5 pour lui, quoi. Chaque fois qu'il se trouve, il cherche la faute, quoi. Il signale à l'arbitre qu'il y a une faute sur lui à chaque fois. Bon, des fois ça marche, hein. Quel match c'était ? Il y avait un but qui a été refusé là-dessus, mais sinon, franchement... Ouais, alors on a vu que son remplaçant n'était pas mieux, pourtant il est très grand. On l'a vu qu'une fois. Hein. Il est très grand, il a relâché des ballons. Donc le dossier Larsonneur, c'est surtout le dossier un gardien pour la saison prochaine, quoi. Bah, t'avais dit, Olivier, la semaine précédente, il faudrait peut-être pour... se maintenir, avoir un petit truc de folie, quelque chose qui change, par exemple dans le 11 de départ. Moi je pensais à Sissoko parce que j'estime que on gagnerait quelques mètres devant, mais pourquoi pas Larsonneur, hein, parce que en plus on nous siffle souvent des pénaltys en notre défaveur et on a un des meilleurs gardiens dans cette situation-là, donc ouais, pourquoi pas mettre mot bleu sur la fin d'une rencontre, hein, Eric, sur la fin de saison. Hein. T'as une autre idée, Eric ? Non, je te montre une photo avec Fall. C'est pas le même gabarit. Non, mais vous en pensez quoi ? Changer de gardien ?
Bah, il aurait donné. Enfin, c'est quand même con de. Enfin, pour lui là, comment il s'appelle, l'ex-gardien grenoblois, d'avoir été aussi. Il m'écoute pas. Hein. D'avoir été aussi, on va dire, transparent, aussi mauvais. Hein. Il a fait un remplacement hyper mauvais en Coupe de France. Il a fait un match, on est d'accord. Ouais, il a pas été bien, bon. Mais bon, non. Bah voilà. Mais le problème, c'est du niveau professionnel. Quand on te teste, si t'es pas bon, t'es pas bon. Enfin, c'est tant pis pour toi. Hein. Surtout à son âge, quoi. Oui, mais il reste 5 matchs. Ouais, bah, c'est toi qui disais qu'il fallait. Mais non, mais je pensais pas à ça. Je pensais par exemple à un Wadji qui se retrouve des jambes de 20 ans ou un Ben Holt qui d'un coup se transforme en Cristiano Ronaldo. Enfin, mais bon, c'est quand même pas très très plausible. Et en plus, il est capitaine. En plus. Et il est capitaine. Ouais, mais ça, c'est pas une bonne chose de la part du coach de mettre le gardien capitaine parce que il sort à chaque fois pour discuter avec l'arbitre. Exactement. Et puis là, il a récolté un jaune lorsqu'il est venu rouspéter. Donc non, c'est pas une bonne chose du tout de mettre l'Arseneur capitaine. Mais bon, ça me paraît évident aussi. Ce que j'aime pas chez lui aussi, c'est quand il récupère un ballon, il veut relancer ultra vite, mais il ne relance jamais ultra vite, quoi. Il y a toujours et il se plaint de ses coéquipiers. Ouais. Alors que on peut pas reprocher à Stassin de pas faire des appels. Cardona, je pense qu'il est pas trop feignant non plus. Donc ça vient peut-être de lui aussi le problème. Hein. C'était contre Marseille. J'ai cherché quand l'Arsenal a s'était plaint d'une faute sur lui si le but avait été refusé par la VAR. Bon on l'a égratigné notre portier. Hein. Pourtant, il nous a sauvé plusieurs fois certaines situations. Mais c'est vrai que là. Sur cette rencontre face aux Bretons, il est quand même à l'origine de 2 buts en faveur des Brestois. Donc résultat, 3 buts partout. Donc résultat plus que moyen partout. C'est le titre des Finistériens qui s'intitule Miaou Miaou. C'est parti. J'ai beau chercher, c'est pas de talent caché, ni mauvais ni brillant. Dans la moyenne simplement, je me suis construit. Dans la défaite, dans l'ennui, mes coups d'éclat, des coups de chance, pas des exploits. Je dessine exactement comme quand j'avais 6 ans. Des bâtons et des ronds, un bonhomme à camion. Je suis le meilleur en rien, je suis moyen partout. Je suis le meilleur en rien, je suis moyen partout. Je suis le meilleur en rien, je suis moyen partout. Je suis le meilleur en rien, je suis moyen partout. Je suis le meilleur en rien, moyen partout. Je suis le meilleur en rien, moyen partout. Je suis le meilleur en rien, moyen partout. Je suis le meilleur en rien et j'en ai rien à foutre. Les 2 quadras finistériens, le duo Miaou Miaou entre punk et new wave, ils avaient fait les trans musicales en novembre 2024. Voilà, c'est tout nouveau. Lui, il est prof de surf. Ils font du surf tous les deux et ils sont mis à la zik. C'est des rockers dans l'âme. Il fallait que je vous les passe. C'est tout nouveau. C'est Miaou Miaou. Voilà, on est bien dans l'émission Rock and Foot et on continue d'analyser cette rencontre entre Saint-Etienne et Brest qui s'est clôturée par un match nul 3 partout. Avant de passer au verre à moitié plein, moitié vide, il y a un point sur lequel vous voulez revenir en particulier. L'arbitrage, on l'a évoqué. Les chances de maintien. Moi, je voulais. J'en parle juste après. D'accord. On passe directement au verre à moitié vide, moitié plein. On commence par les verres à moitié vides. Donc en dehors de l'Arseneur. L'Arseneur Mouefek. Je citerai également Ekwa, moi. J'ai pas aimé sa prestation. Ekwa qui se laisse éliminer comme un bleu par Pereira Lage sur l'ouverture du score. Ensuite, il lâche le marquage sur Ajorc. Et puis c'est lui qui concède le coup franc, qui amène le 3e but. Pas mal de perte de balle. Ouais, mais bon. Moi, j'ai pas été convaincu par. C'est vrai qu'il joue toujours sur le même rythme. J'ai bien aimé Bouchary, mais j'ai pas aimé Ekwa. Notre ami Ekwa. Après, je pourrais. Les faits principaux. Et alors, la question, c'est est-ce qu'on lève l'option d'achat parce que c'est un joueur qui est prêté Ekwa. Franchement, il est jeune, il nous a montré des belles choses, mais j'ai l'impression qu'il joue toujours sur le même rythme.
Tant que ça joue tranquille et que à son rythme ça va, mais dès que le rythme augmente, c'est un petit peu plus difficile. Donc je pense qu'on peut trouver mieux à ce poste qui est hyper stratégique dans le système Horneland. C'est sûr, c'est pas Zokora. Hein. Non. Maestro. Mais oui, non, moi, à moitié vide, je l'ai dit, l'Arsenal, Moefex sur cette rencontre, qui sont vraiment été en dessous, tu vois, et quoi, moi je l'ai trouvé, bon, et quoi. Bah écoute, je dirais Bernauer, mais pour son jeu de tête, je trouve que là on avait besoin de ça contre les Brestois, et si vous regarderez, sur les coups de pied arrêtés, il est jamais loin du buteur, et il prend jamais la balle à la tête, quoi. Nadé fait son job et lui alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes comme Brest qui jouent vraiment dans les airs comme ça. Il a pas été à la noce Bernauer. Avec les pieds par contre il est plus agile que Batu Bintika. Vers moitié plein, Cardona. Ouais, Cardona bien sûr. Fautif sur l'ouverture du score, mais après donc magnifique doublé. Je mettrais Nadé aussi également, qui a tenté sur le premier but, mais après on l'a vu, c'est lui qui dévie sur l'ouverture le but stéphanois. Il nous fait une remontée. Les chevauchés fantastiques à Laszlo Piazza, qui était présent d'ailleurs au stade. Alors, oui, il y a un attentat sur Nadé à ce moment-là. On est bien d'accord. Alors qu'il il y a une faute évidente, il y a les deux pieds en avant, et il joue le joueur, le ballon est passé. Et vous trouvez normal qu'il sorte qu'un carton jaune ? Oui ? Non ? Bah, c'est le dernier défenseur là pour le coup. Non, le carton. C'était pas le dernier défenseur. Justement, il y a carton rouge quand c'est le dernier défenseur. Bah, si. Tu peux rajouter cette situation-là, mais s'il fait mal, s'il joue le joueur, simplement le joueur, les deux pieds décollés, normalement c'est un rouge. Tu peux pas mettre un rouge là-dessus, quoi. Tu peux pas mettre un rouge, ça c'est fini. Bah non, moi pour cette l'occasion-là, je pense pas, franchement. Ben moi je trouve que voilà, ça annule presque une occasion, et surtout c'est que le défenseur brestois ne joue pas du tout, mais alors pas du tout la balle. Il veut vraiment bloquer Nadé et il a les deux pieds décollés, donc pour moi c'est rouge et sans discussion. Mais bon, voilà, moi je suis pas arbitre et ça me paraît évident. Il est impressionnant quand même sur ses montées, avec ses grands compas. Il arrive à prendre de vitesse, faire la différence. Il fait pas souvent, mais il faudrait qu'il le fasse plus souvent. Mais il l'avait fait contre Reims. Oui, ça a apporté un but. Ça a apporté un pion, ma légalisation, je crois, je me souviens. Non, moi je rajouterais Stassin parce que le premier but c'est vraiment un but de renard des surfaces. Très beau. Et puis j'ai bien aimé le discours aussi. C'est un discours de champion. Depuis le début, je vous dis qu'il a quelque chose et à mon avis, il va pas rester longtemps à Saint-Etienne parce que dans sa façon aussi d'appréhender les matchs et notamment le derby, j'ai adoré. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu un Stéphanois avec les Coronesses comme ça, qui attend ça avec impatience et qui aime ces ambiances-là. Bon. Dernière question donc sur la situation au classement. Donc si la SS n'a pris qu'un point ce week-end, donc Angers et Reims en ont pris 3 et comptent désormais 6 et 5 points d'avance sans compter la différence de but. Donc le nouveau barragiste Le Havre a lui 3 points et 6 buts d'avance et un calendrier très compliqué. Déplacement à Paris, réception de Monaco, déplacement à Auxerre, réception de Marseille et déplacement à Strasbourg. Donc il y a pas mal qui estiment qu'ils vont prendre que maximum 1 point. 3 vraiment ce serait un miracle. Par contre contre Auxerre, donc est-ce que vous pensez possible de refaire notre retard et d'accrocher cette place de barragiste qui est notre seul vraiment objectif atteignable? Ouais, c'est le 3 seul points truc. de retard, pas vraiment de différence de but, 6 ça se comble. C'est ça. Si tu veux te remonter le moral en tant que supporter stéphanois, tu regardes le calendrier du Havre. Encore faut-il que nous on gagne des matchs, ce qu'on fait pas. Voilà, c'est ça, c'est toujours le même truc. Donc quand tu dois gagner, comme ce fut le cas lors des 2 dernières rencontres, on va dire, à Lens c'était possible, ce week-end c'était possible, et qu'en fin de compte, sur les 2 matchs, tu récoltes qu'un seul point, ça devient compliqué. Mais c'est sûr que mathématiquement, tout est jouable encore, et il nous suffit, moi je dirais, il faut 2 victoires, celle de dimanche, elle sera importante, et puis c'est quoi, on reçoit Monaco, on se déplace à Strasbourg et faire quelque chose à Strasbourg.
Non, mais déjà, Mais c'est jouable. si on gagne à Reims, c'est qu'on va Toulouse. Juste les dernières journées. Mathématiquement, tout le monde parle de ce match à Reims. Moi, je trouve que c'est déjà, il sera déjà loin. Et en plus, c'est beaucoup plus abordable que. Ouais, je sais bien. J'ai bien, mais avant, faudra quand même coller au basque de ces équipes-là. Moi, ce que j'espère, c'est que les 2 prochaines journées, elles soient à l'avantage des Verts, à l'instar de Angers et du Havre. Parce que Angers, ils reçoivent Nice et Lille. Franchement, Nice et Lille, c'est 0 points. C'est ce que j'ai dit la semaine dernière. Franchement, c'est 0 points. Et Le Havre, c'est Paris-Monaco, c'est 0 points. Angers, donc nous, on peut récupérer, dans l'absolu, 6 points. Bon, on va voir. Mais on a un derby à jouer. Le derby, c'est toujours un match à part qui peut faire changer la saison d'un côté ou de l'autre. Et puis Strasbourg, qui est une équipe qui joue un petit peu comme nous. Alors elle nous est supérieure, etc. Mais c'est pas ni Monaco, ni Paris, ni Nice, ni Lille. On aurait ces équipes à rencontrer là dans les 2 prochaines journées. Je vous dis 0 points pour nous aussi. Hein. Mais là, Lyon et Strasbourg, il y a match. Si les Lyonnais peuvent nous envoyer en Ligue 2, on passe gêner. Hein. Ah non, mais justement, c'est justement parce qu'ils veulent nous envoyer en Ligue 2 que dans cette atmosphère-là, on va répondre présent. Atmosphère. On enchaîne avec un deuxième morceau musical. Ça sera I Guess du groupe brestois. Coude que j'avais passé pour le match aller. Là, c'est un autre morceau que j'aime beaucoup. Donc, je vous passe le titre I Guess. Si ça veut bien fonctionner, évidemment. Coude, le groupe brestois que j'apprécie énormément. C'est une belle découverte. Il fallait que je vous passe un deuxième titre issu de leur album. Voilà, vous êtes toujours bien dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock and Foot. C'est le moment de passer à l'agenda. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda. Alors l'agenda... c'est ça. C'est dimanche et c'est pas le jour du Seigneur, c'est match de derby, ça va se faire dans le sang et la sueur, dans les insultes, les coups bas, les crachats, c'est pas le genre de match où t'oublies tes protèges tibia, ça va charcler, va y avoir de la semaine, les crampons, c'est du 18 monté sur rondelle, on n'est pas venu pour jouer les fillettes, rentre pas sur le terrain si t'as peur d'un fracture ouverte, c'est la victoire. On sait rien, on sait bien, on a appris ça chez les poussins. On n'est pas là pour gagner avec la manière. 1-0 sur un but de raccro, ça fera l'affaire. Si ça bastonne, ça cartonne. Si je m'occupe pas du ballon, c'est que je m'occupe du bonhomme. Et si la cabane tombe sur le chien, j'aurais pas fait le déplacement pour rien. Voilà, M6 circulaire, match de derby si important. Donc prochain adversaire, un des Verts, c'est les vilains, les Lyonnais, qui ont une semaine décisive puisqu'ils joueront à Old Trafford jeudi soir à 21h pour obtenir un ticket pour les demi-finales de la Ligue Europa. Voilà, ils avaient déjà joué donc match nul 2 buts partout la semaine précédente. Les vilains qui ont la deuxième meilleure attaque du championnat avec 57 buts marqués ex-aequo avec l'OM et Monaco. Et ces banlieusards, ils ont marqué au moins 2 buts lors de chacun de leurs 13 derniers matchs en compétition officielle. Faut le signaler, ce week-end, ils l'ont emporté face à Auxerre, sur le terrain d'Auxerre, alors qu'ils avaient joué quelques jours avant face aux Mancuniens.
Alors il faut se méfier de Ryan Cherki qui est impliqué dans 16 buts depuis l'arrivée de Paolo Fonseca en février 2025. Il a 6 buts et 10 passes décisives. Et puis il y a aussi un certain Lacazette qui est désormais le meilleur buteur de Ligue 1 parmi ceux ayant évolué avec un seul club dans l'élite française. Voilà. Donc devant Désiré Corani qui avait marqué 157 buts avec 7. Et se méfier du Géorgien Mikotadze qui est impliqué dans 11 buts marqués par les banlieusards depuis mars 2025. Il a 5 buts et 6 passes décisives, soit plus que tout autre joueur sur la période avec un club des 5 grands championnats en compétition officielle. Voilà, on ne peut pas reprocher aux joueurs stéphanois de ne pas courir, de ne pas chercher à empêcher leur adversaire de jouer. Le problème, c'est qu'ils courent... Là, c'est encore autre chose. J'ai cru, oui, tu parlais de... Ouais, je parle de... les Magic, ce week-end, ont mis la date 20-04, un match sans égal. On veut des tueurs, soyez à la hauteur. Donc, on attend ce derby, évidemment, avec impatience. Il est important pour les Lyonnais, mais il est ô combien important pour les Stéphanois, parce qu'on joue notre survie. Donc ça sera un match dimanche, 20h45, qui vaudra son pesant d'or, à mon avis. J'ai oublié de dire que Ernest Nuamur, le Lyonnais, ne jouera plus cette saison, donc il ne sera pas dans l'effectif puisqu'il a été opéré du genou. Masson suspendu et l'arbitre, monsieur Le Texier. Et j'ai oublié de dire évidemment monsieur Le Texier. Si, Fofana. Qui le porte-bonheur. Hein. Il le porte-bonheur, puis c'est deux matchs qu'il a arbitré. On a emporté contre Lille et à Montpellier, le fameux match. Ouais, mais bon, il ne s'est pas arbitré non plus, mais ouais, même, on l'avait dit, face à Montpellier, il y a eu plein d'erreurs d'arbitrage sur cette rencontre, même si on l'a gagné sur tapis vert. Mais moi, ça ne me rassure pas de voir Le Texier orchestrer cette rencontre. Il va falloir réduire les espaces, hein, parce que cette équipe de Lyon, tu l'as dit, elle a énormément de potentiel offensif. Quand on voit les joueurs, peut-être Fofana ne sera pas là, si j'ai bien tout suivi. En tout cas, on a déjà vu cet écart de niveau entre les deux équipes se solder par un match nul, voire même une victoire. Pas souvent, on est d'accord, hein, on est bien placé pour le savoir. Équipe, hein. Parce qu'on sort la bouteille de champagne, elle est au frais. Ouais, la dernière fois de la sortie, c'était sur un but de Soderlund, je vous rappelle. Ça commence à dater. Elle est au frais. Non, je pensais au match nul, tu vois. Ça peut arriver. On sort champagne pour le match nul, mais non. Non, je sors pas le champagne pour le match nul. C'est pour ça qu'on l'a pas sorti depuis longtemps, en effet. Mais voilà, ce qui me fait plus peur, c'est le milieu de terrain parce que il est offensivement, il y a du potentiel, mais au milieu de terrain aussi, il y a de la technique côté lyonnais. Il va falloir que nos 3 milieux de terrain soient au diapason pour réduire les espaces et faire en sorte que ce match il se soit pas trop débridé, parce que je pense que si le match il est tout feu tout flamme comme parfois on a la tendance à le voir avec les Stéphanois, là ça sera à notre détriment. Donc on va pas avoir, l'idée ça serait de pas avoir beaucoup de jeux, mais voir des guerriers sur le terrain. On peut faire confiance à cette équipe si elle fait comme ce week-end. On a vu quand même des joueurs qui se dépouillaient sur le terrain, donc pourquoi pas. À noter que le dernier entraînement samedi sera ouvert au public et se déroulera au stade Geoffroy Guichard. Ah, c'est beau ça. Attention au scénario aussi catastrophe. Ah oui. Et j'espère que le club aura décidé de mettre les stadiers là où il faut, pas comme à un moment donné sur le match de barrage avec Auxerre où on reproche beaucoup aux supporters, et puis il y a de quoi de s'être remporté, mais aussi ça vient d'une décision assez folle de ne pas avoir placé à la fois les stadiers et les CRS sur la tribune Henri Point. Ça, je leur en voudrais longtemps et toujours. Donc oui, il faut prendre des décisions, mais attention au scénario catastrophe. Mais moi je pense que cette rencontre est bienvenue et j'y crois. Il faut battre les banlieusards, il faut battre les Quenelles. Ça me paraît évident, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué en Ligue 1 à Geoffroy Guichard face aux Quenelles. Les dernières fois c'était catastrophique. J'espère que là
Voilà, on marque des pions, alors on encaisse, mais on marque des pions. J'espère que ça peut un peu changer la donne et ça peut changer notre fin de saison. Match sur DAZN, aujourd'hui il y avait une réunion importante. Les présidents des clubs de Ligue 1 ont opté, comme le conseil d'administration de la Ligue, pour une rupture de contrat avec DAZN, mais à la fin de saison. Mais le diffuseur a refusé les conditions financières qui lui étaient demandées. Donc statu quo pour l'instant. Ok. Donc ils toucheront pas les pépettes. Pour l'instant. On verra tout ça. C'est peut-être ce qui va nous sauver. Ce que vient de dire Eric, ça sera peut-être l'information qui fera qu'on restera en Ligue 1. On en parlera dans quelques semaines. On n'en est pas encore là. Allez, coup de cœur. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur. Coup de cœur pour Cardona qui, après son échec sur penalty à Lens et sa perte de balle sur l'ouverture du score, s'est racheté de la plus belle des manières en inscrivant 2 buts dont un somptueux. Pour son compère d'attaque Stassin, auteur lui aussi d'un joli but, son 10e depuis le début de saison. Et puis dimanche après le match, je me suis rendu à la Comédie Triomphe pour assister à la nouvelle pièce du duo Philippe Ayagnan, Quentin Jaffrès, après Gaga de Saint-Etienne et Gaga des Stéphanois, toujours joué. Place à Fou des Verts, consacré à la SS, donc ses origines, ses exploits, ses grands hommes, son chaudron, ses supporters et des rivalités historiques et géographiques. Il y avait un invité de marque dans la salle en la personne d'André Laurent, l'ancien président de l'ASS. Donc voilà, je vous encourage à vous rendre à la Comédie Triomphe pour assister à cette pièce qui est représentée tous les mois. Et à la mi-juillet, le spectacle sera donné à l'amphithéâtre de Saint-Victor-sur-Loire. Et puis donc les auteurs ont invité à cette occasion plusieurs personnes qui ont écrit des livres sur l'ASS. Donc il y aura de nouveau André Laurent, et puis j'ai la chance de participer à cet événement. Donc, mi-juillet. Eric, j'avais exactement le même coup de cœur. Ouais. Toi, tu as pu assister. Il faut savoir que les prochaines représentations, le 10 mai à 15h et le 7 juin à 15h, la même heure. Voilà, c'est au Square La Violette à Saint-Etienne, c'est en plein centre, c'est juste à côté de la Poste. Un dimanche, ouais. Voilà, et comme l'a dit Victor-sur-Loire en juillet, pardon. Mais ouais, ça a l'air d'être pas mal. Moi, ça me parle, donc pourquoi pas. Coup de cœur, de mon côté, j'adore les podcasts radio qui parlent de foot. Donc je voulais souligner l'excellent podcast qui s'appelle Drôle de Dame. On en a déjà parlé. C'est en fait 4 journalistes qui traitent chacun d'un pays limitrophe français, donc la Serie A, la Bundesliga, la Premier League et la Liga espagnole, chacun avec leur spécialité. Sur RMC. Sur RMC. Ouais. Et c'est pas du tout racoleur et polémiste comme peuvent l'être toutes les émissions de RMC. C'est vraiment même aux antipodes, avec des journalistes qui ont des passés assez intéressants. Et en plus de ça, ils font aussi un podcast pour spécial Italie, spécial Allemagne, et on retrouve des choses super intéressantes, soit sur l'histoire, soit sur des choses récentes. Et c'est vraiment des passionnés. Ça ressemble à ce qu'on peut faire nous ici dans Coup de tête. C'est le lundi soir, ça, sur C'est le lundi soir à 20h. Mais la Première Ligue, c'est pas limitrophe. Si, avec le tunnel. Et puis le deuxième coup de cœur, on parlait de derby. Je voulais souligner le derby romain qui a eu lieu ce week-end, qui s'est joué. Alors, il n'a pas donné énormément de spectacles sur le terrain, comme souvent. C'est rare les derbys où il y a beaucoup de spectacles, mais en tout cas l'ambiance. Il y a les supporters des 2 clubs qui occupent chacun des 2 virages derrière les buts, c'est avec vrai, c'est leur même les stade. couleurs. Oui, bien sûr, mais bon, ça se passe. Alors ça se passe pas toujours bien, mais là en tout cas, voir un derby avec les supporters des 2 équipes, c'est de plus en plus rare, et donc c'était même pour l'œil, c'était chouette. Il s'en fout, c'est Romain. Je dis ça, c'est parce que je suis fâché avec Rome. La blessure n'est pas fermée. Mon coup de cœur, moi, c'est Geoffroy Guichard qui ne lâche pas son équipe, et on l'a vu lors des 20 dernières minutes de ce match face à Brest. Ça fait vraiment un plaisir à avoir. Et bon, c'est mon coup de cœur. Voilà pour ces coups de cœur. On enchaîne avec les coups de tête. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête. Eh bien, coup de tête pour ce 6e match d'affilée sans victoire à domicile, le 10e depuis le début de saison où on prend au moins 3 buts, la fébrilité de notre gardien sur coup de pied arrêté, puis l'écart qui s'est creusé avec Reims et Angers qui eux gagnent des matchs, et donc nos chances de maintien qui s'amenuisent encore plus. De mon côté, je vous emmène en Amérique du Sud et au Brésil, où figurez-vous que la fédération brésilienne a interdit un geste qui s'est déroulé pourtant sur le terrain, c'est-à-dire un geste c'est l'ancien technique. Lyonnais. Oui, alors
C'est l'ancien Lyonnais, mais bon, c'est normal. C'est un Brésilien et c'est un joueur. Non, mais sur le principe, voilà comment ça s'est passé lors de la finale le 27 mars entre les Corinthians et Palmeiras. Donc en effet, Memphis Depay, pardon. Et en fin de rencontre, pour chambrer ses adversaires, ils avaient déjà gagné. On était dans les derniers instants de la rencontre. Il monte avec les 2 pieds sur le ballon pour chambrer le défenseur. On en pense que l'on veut, mais en tout cas, je trouve qu'au pays du jeu, du Jogo Bonito, je trouve que c'est vraiment dommage que la fédération interdise un geste. Alors, ce qui est vrai, c'est que ça a donné une bagarre générale, 2 expulsions et 7 minutes d'interruption. Ça, c'est vrai. Mais de là à interdire ce genre de geste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un joueur fait ça au Brésil, et l'arbitre lui administre une faute et un carton, et même un carton rouge. C'est un peu dommage quand même dans ce pays du football. Bien, moi j'ai pas aimé l'arbitrage une fois de plus entre Saint-Etienne et Brest ce week-end. Donc je trouve que ça nous a été encore une fois de plus défavorable, et je rejoins Eric, j'ai pas aimé la victoire de Reims, en plus face à Lens diminué. Les 3 joueurs qui étaient aussi importants qui l'ont emporté face à nous, ils ont très peu joué, voire il y en avait qui étaient absents, donc c'est sûr que ça change la donne. Donc voilà, je regrette ça. On retrouve Coup de tête la semaine prochaine pour décortiquer et analyser le match si important entre Saint-Etienne et Lyon dimanche 20h45. Moi je vous retrouve dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien et allez les Verts! Bonne semaine, allez les Verts. Allez, bonne semaine à tous.